bienvenue à tous, bienvenue à cette table ronde sur le numérique avec comme thème « Le numérique orchestre-t-il nos vies ?» Alors j'espère qu'on va avoir le temps en 1 heure de faire le tour déjà de la question qui est vraiment très chargée. Est-ce que la data est à la baguette? C'est un sujet très vaste qui touche le grand public, l'industrie, les États. Et bonjour à tous, à vous. Il manque un intervenant, je vais le présenter quand même, et il va nous rejoindre pendant le début de cette table ronde. Virginie Galindo, bonjour. Vous travaillez pour le groupe Thales, où vous faites de l'accompagnement pour l'innovation dans le domaine de la sécurité. Tristan Nitto, qui n'est pas là et qui va nous rejoindre, c'est le nouveau directeur général du moteur de recherche Quant, un moteur de recherche français, européen, et qui prétend respecter la vie privée de ses utilisateurs. Donc, on pense qu'il a pas mal de choses à nous dire. Didier Gorgenheim, bonjour. Vous êtes ingénieur, vous êtes devenu physicien et professeur en mécanique quantique, et vous êtes actuellement directeur de l'école d'ingénieurs ICEN. Ça se trouve dans quelle ville? Vous pouvez tous peut-être même prendre des micros dès maintenant, parce que je pense qu'on va devoir parler. Dans le sud de la France, sur Toulon, Marseille et Nîmes. Frédéric Kaplan, qui est à votre droite. Bonjour, vous venez de Lausanne, vous êtes ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Vous avez aussi écrit quelques ouvrages sur le monde numérique, je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour. Combien vous avez écrit de livres qui s'intéressent à... Pardon, excusez-moi. 8, je pense. Ah oui. Donc c'est un sujet qui vous intéresse et qui ne touche pas que l'intelligence artificielle, on va le voir en vous écoutant. Philippe Louvet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour la SNCF, où vous êtes chef de plateau émergence, conception et homologation. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Globalement, ça traite beaucoup de big data et de certification sur tout le réseau SNCF, mais le réseau télécom. Voilà, je suis en charge de la conception des systèmes de télécom de SNCF. Et donc aujourd'hui, on est passé justement d'un monde analogique et numérique vers un monde vraiment digital. Et donc on a un gros enjeu de présence du temps dans tous ces systèmes. Nicolas Gorgy, vous êtes à la droite de Monsieur Louvet, et vous travaillez ensemble puisque vous êtes en train de développer un système de certification de la donnée temporelle. Globalement, vous donnez l'heure à tout un tas de réseaux. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Vous êtes directeur général de Gorgy Timing. Oui, bonjour tout le monde. Je suis directeur général de Gorgy Timing et notre métier, effectivement, c'est de donner la même heure à un même écosystème. Et souvent, en fait, on vient récupérer cette heure depuis un satellite ou une autre, ou sous une autre forme qui nous permet de récupérer la source. Et on a créé, en fait, depuis 4 ans, on s'est mis de l'autre côté de la barrière parce qu'on a créé le projet SCP Time qui consiste à être un signal horaire, qui est le premier signal horaire qui distribue en fait le temps légal depuis les horloges atomiques d'un pays, notamment celle en France, de façon sécurisée, certifiée et tracée. Et on va y revenir. Et on travaille avec la SNCF sur ce projet-là. On va y revenir tout à l'heure pour expliquer un peu en quoi ça consiste. David Buan, vous êtes la dernière personne que je n'ai pas présentée. Vous êtes directeur général de la société de cybersécurité Advance. Tout à fait. Et on va commencer tout de suite à essayer de rentrer dans ce sujet très vaste, parce que j'aimerais qu'on commence par parler du temps du numérique. Est-ce que la donnée temporelle, telle qu'on la connaît en physique, en biologie, est la même quand on parle du numérique? Et Didier Gorgenheim, je vais me tourner vers le physicien que vous avez été. Vous êtes peut-être un peu toujours pour vous poser cette première question de la table ronde. Le temps du numérique, c'est le temps des composants qui sont dans tous les ordinateurs et tous les serveurs. C'est le temps des transistors. Et ça fait bien longtemps que ça a dépassé l'entendement des hommes, ce temps du numérique. Oui, ça fait bien longtemps qu'on entend parler de choses comme le gigahertz. Ça fait bien longtemps qu'on entend parler de données temporelles qui ne sont pas réellement perceptibles à notre échelle humaine. Toute l'industrie microélectronique, pendant plus de 30 ans, a été entraînée par une loi qui s'appelait la loi de Moore, qui diminuait à la fois la taille des composants et qui augmentait la fréquence de ces derniers. On a parlé de course au gigahertz pendant des années. Donc un gigahertz, la période de base, la clock, ce qu'on appelle le timing, c'est 1 nanoseconde. Je pense que personne ne peut se rendre compte réellement à notre échelle humaine de ce qu'est effectivement
une nanoseconde. Hein. C'est un milliardième de seconde. Déjà, le dixième de seconde, quand on voit ce que ça représente sur un 100 mètres, on se dit, c'est pas grand-chose. Une nanoseconde, je pense que personne. Ça veut dire que les composants électroniques, aujourd'hui, ils travaillent dans une autre dimension temporelle que les êtres humains, à des vitesses que nous n'arrivons pas. Alors, bien sûr, nous arrivons à le quantifier, parce que nous savons quantifier ça en quantité de données, en quantité de calcul, en puissance de calcul, tout ça, on sait le faire, bien évidemment, mais à chaque fois, on manipule des quantités qui deviennent extrêmement importantes en teraflops ou autres. Donc ce temps du numérique, ce temps des composants électroniques, aujourd'hui, il est assez éloigné, c'est vrai, du temps de l'homme. Hein. C'est ça qui permet aussi, bien entendu, à l'ensemble des circuits numériques de déployer toute leur puissance dans notre quotidien, dans toutes les applications qu'aujourd'hui il y a dans le numérique. Mais il faut bien reconnaître qu'on a perdu un petit peu ça. Alors en plus, ça a amené à une autre chose sur les composants, c'est que tout ça s'est arrêté, hein, ça ne pouvait pas continuer. Il y a des raisons un petit peu fondamentales, je dirais au niveau à la fois technologique, mais tout simplement, et ça c'est assez peu connu, de dissipation de chaleur, qui font que parce que plus on va vite, plus on dissipe de la chaleur, il se trouve que faire des opérations, l'irréversibilité de ces opérations, eh bien, ça amène à de la dissipation de chaleur. Or, plus on concentre ça dans petite surface, avec un nombre monumental de composants, des milliards de composants. Et plus on le fait vite, plus il faut dissiper d'énormes quantités de chaleur. C'est ce qui a amené à couper les composants en multicorps, etc., pour dissiper cet élément de chaleur. Donc aujourd'hui, la course au gigahertz, elle n'est pas tout à fait finie, mais elle est principalement aujourd'hui atténuée. Donc on a atteint la puissance de calcul, on a maîtrisé cette donnée temporelle, en tout cas en apparence, puisque que ce soit d'un point de vue de l'industrie, que ce soit d'un point de vue de l'innovation, Virginie Galindo, on a su prendre en main ce nouveau temps de calcul pour en faire de très belles choses. On peut peut-être commencer par ça. Quand on dit le temps du numérique, c'est un temps gagné, non ? Oui, alors effectivement, c'est un temps qui est gagné. Il est gagné à différents niveaux. En tous les cas, c'est ce que nous, on expérimente dans un grand groupe de 80 000 personnes. Donc, je parle beaucoup du point de vue d'un groupe à grande échelle. Ce temps gagné, il est gagné à la fois sur l'applicatif. Donc aujourd'hui, on fait de la cybersécurité chez Thales. On vend des solutions qui font de la cybersécurité. Donc on délivre plus vite. Je vais parler du point de vue de fournir un service. On délivre beaucoup plus vite les services parce que justement, on s'appuie sur du numérique. Alors de quelle façon ? Il y a plusieurs choses qui sont très concrètes. C'est par exemple tout ce qui est automatisation, qui font qu'on va remplacer un procédé qui est fait de manière répétitive par un ingénieur ou par une personne qui a des tâches particulières à faire. Et donc on automatise d'un point de vue numérique pour pouvoir se focaliser sur la prise de décision, sur le fait de délivrer, de pousser des nouveaux services, notamment grâce à tout ce qui va être en cloud, donc ce qu'on appelle un processus du calcul déporté, pour rester en français. Oui. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui accélèrent en fait la capacité à délivrer des produits plus rapidement. Et un autre effet qu'on peut voir aussi, c'est sur toute la partie outillage numérique des travailleurs. On partage beaucoup plus vite, on partage mieux. Et donc en fait, on recrée de l'humain, du collectif. Et en fait, ensemble, on est plus intelligent que tout seul, bien souvent. Et ça aussi, ça accélère le processus, alors pour le coup, d'innovation, puisque c'est le domaine dans lequel j'opère. Et donc, on a des cycles maintenant d'innovation qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire, avant, pour une innovation, on faisait beaucoup, dans l'ancien modèle, on faisait du techno-push, on était dans des environnements qui étaient fermés, qui étaient propriétaires. Le numérique a ouvert tout ça. Et on se retrouve maintenant avec des systèmes qui sont beaucoup plus flexibles, il y a beaucoup plus de circulation. Et donc en termes d'innovation, on a aussi gagné sur la capacité à fournir des choses plus rapidement. Donc on accélère à la fois ce qu'on voulait faire et on a un rythme de nouveauté qui est accéléré aussi. Donc on a le carré de cette accélération. D'un point de vue plus personnel, Frédéric Kaplan, on a tous noté, enfin en tout cas ceux qui ont plus de 30 ans, un changement dans nos vies. On va plus vite pour acheter, on va plus vite pour discuter, pour échanger, même pour manger, quand on commande à manger. Est-ce que pour autant, nous aussi, on gagne du temps en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur du numérique ? Donc, ça, c'est une question assez complexe. Est-ce que effectivement
le sentiment d'accélération nous donne plus de temps libre, moins de temps libre. Je vous invite probablement à écouter Hartmut Rosa, qui interviendra ici un peu plus tard dans l'après-midi, puisqu'il a consacré plusieurs ouvrages à cette question, il en fait le tour. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une perception en fait, d'accélération. Et sur le fait qu'elle peut être vue dans certains cas comme aliénante, c'est le paradoxe, auquel on rétorque que sur le fait qu'en fait, il y a probablement, grâce à l'efficacité, plus de temps libre, plus de choix. Pour autant, en fait, il y a très clairement un sentiment, disons, un peu étonnant de cette efficacité. Le point, il est probablement peut-être ailleurs, il est dans le fait qu'effectivement, ce qu'amène le numérique, ce qu'amène aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est des formes d'optimisation. Et ces optimisations, elles sont à tous les niveaux. Elles sont dans les entreprises. On essaye d'être plus efficace pour faire la même chose avec moins d'argent ou moins d'énergie ou que sais-je. Mais elles sont aussi dans nos vies personnelles. On a un rapport qui a un peu changé à notre propre temps, y compris même dans le loisir. On se dit comment je pourrais perdre du poids plus rapidement, vivre mieux et être plus heureux, plus efficacement. Vous voyez, et donc c'est le biais de l'optimisation en fait, qui est une chose qui vient des Anglais, enfin de la philosophie de Bentham, une forme d'utilitarisme qui est un peu partout. Et donc le point, et c'est ça qui est un tout petit peu pernicieux, c'est-à-dire que on peut considérer que c'est positif ou que c'est négatif. Pour certains, c'est négatif si c'est des grandes entreprises qui ont un pouvoir et qui donc vont à partir de là forcer des travailleurs à être optimum. Mais c'est aussi le cas si on va travailler tous ensemble à une cause qui nous est chère. On va essayer d'optimiser notre comportement pour la réaliser. Et ça va potentiellement à l'encontre de la liberté, en fait, finalement, qui est la capacité justement de peut-être de ne pas être optimale. Et donc il y a mais qu'est-ce que c'est ? Je vois bien d'un point de vue de l'industrie ce que c'est qu'optimiser, mais d'un point de vue d'une vie personnelle, qu'est-ce que c'est qu'optimiser ou de s'optimiser ? C'est simplement penser qu'on veut réaliser des choses pour soi, ouais. Et à partir de là, agir de manière la plus efficace possible. Alors, je vous interromps parce qu'on va accueillir Tristan Nitto. Bonjour. Installez-vous. Vous pouvez rapprocher le fauteuil, comme ça on est vraiment tous ensemble. Je vous fais un résumé en 2 phrases de ce qu'on a dit déjà depuis le début. On a fait le constat très basique que le temps qu'on a gagné avec le numérique, on l'a gagné pour innover, pour être efficace. Et on était arrivé jusqu'à l'humain pour dire est-ce qu'on a optimisé l'humain et ses envies, ses envies d'accomplissement grâce aux outils numériques. Et Frédéric Kaplan était en train de nous dire que c'était difficile de répondre à cette question. Est-ce que j'ai résumé correctement ? Non, c'est pas qu'on optimise l'humain, c'est que nous-mêmes, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est nous-mêmes, nous avons tendance à penser de cette manière-là, et nous avons des outils dans nos smartphones qui nous permettent d'être plus efficaces par rapport à nos objectifs de bien-être, d'écologie, de rencontres amoureuses, que sais-je. Mais ce que vous comprenez, c'est-à-dire que la logique du GPS, finalement, la logique qui fait, finalement, il y a des questions compliquées, quel est le chemin le plus court, comment s'organiser quand on est beaucoup, comment être efficace alors qu'on est un très grand nombre, eh bien on les délègue à la machine parce que c'est normal, parce qu'on ne sait pas les résoudre autrement. Et ce faisant, on est constamment dans une solution où qu'on doit suivre la bonne solution, la solution qui correspond à ce que veut l'entreprise, ce qu'on veut nous aussi. Mais du coup, il y a un coût à ne pas suivre, il y a un coût moral, un coût psychologique très fort à s'écarter, de dire non, je fais l'action non optimale à ce moment-là. Et ça, c'est un risque du point de vue de la liberté. Voilà. Tristan Nitto, je vais vous prendre de court directement. On était en train de dire que tout était instantané. Quand tout est instantané, y compris la recherche sur un moteur de recherche, qu'est-ce qui reste d'exceptionnel ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais présenter à tout le monde mes excuses les plus plates pour avoir pris mon temps, être venu à vélo de façon non optimale, en ayant persuadé que j'avais beaucoup de temps devant moi, pris la décision de m'arrêter pour profiter de la vie en mangeant une soupe sur le bord du canal de l'Ourcq plutôt que de foncer ici, parce que j'avais une mauvaise information. Donc, vous voyez, tous les outils technologiques qu'on peut avoir, y compris un GPS pour me mener jusqu'ici, ça ne suffit pas. Et finalement, je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait d'être devant le canal de l'Ourcq avec cette lumière dorée, cette soupe carotte, je ne sais plus quoi, qui était vraiment merveilleuse. Vous l'avez partagé sur Instagram ?
Pardon ? Vous avez partagé sur Instagram cette belle soupe que vous avez prise sur non. Canal ? Ah. Non, mais c'est vrai que j'ai pris une photo, mais ça s'est arrêté là. Je me suis dit, non, c'est un truc, c'est personnel, donc je vais pas barber le monde. Vous avez presque répondu à ma question au final. Donc et pour finir, en fait, finalement, c'est peut-être l'erreur en l'occurrence humaine, qui offre une faille dans le système et permet de profiter de 30 minutes d'un déjeuner que malgré tout je ne regrette pas. Vous me pardonnerez, de toute façon il est trop tard pour ça, donc j'ai décidé de ne pas le regretter. Philippe Louvet, est-ce que le numérique a permis au train d'arriver à l'heure ? À l'heure. Ça, c'est un grand sujet. Je sais que vous n'êtes pas spécialiste de l'aiguillage des trains et on parlera après vraiment de vos activités. Oui, voilà, mais bon, c'est vrai qu'on s'adresse à SNCF. Dès qu'on parle du temps, on pense à l'horaire des trains et leur exactitude. C'est un peu facile, j'avoue. Voilà, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la question qu'on se pose, justement, c'est qu'on se dit, est-ce que mon train est à l'heure ? Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle heure ? C'est-à-dire que quand on montre une heure, c'est ça, aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir la même heure. Donc avec le digital, on est en train justement d'uniformiser cette source de temps et la distribution du temps grâce justement au protocole et justement à l'architecture justement de Gorgie Timing. Mais c'est vrai que l'enjeu n'est pas de mettre les trains à l'heure, c'est qu'on puisse juger de l'heure. C'est-à-dire, en effet, l'heure que je vois, l'heure qu'on m'a donnée, on m'a dit ce train arrive à telle heure, que sur ma montre, justement, je sois capable de dire en effet j'ai la même heure. Parce qu'on n'a pas tous la même heure, nous, sur nos téléphones, là par exemple, tous les 7 ou les 8 autour de... Aujourd'hui, c'est ça, on a des sources de temps tous différents. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on est rentré dans le monde du digital au niveau du temps, on a encore des sources différentes. On a des sources justement de satellites, comme disait Nicolas, on a encore des sources justement de grandes ondes, et ça fait que aussi bien au niveau de nos portables, au niveau des horloges que l'on voit, au niveau justement de tous les systèmes aujourd'hui qui sont avec un temps embarqué, on ne peut pas aujourd'hui avoir la certitude justement que l'heure est la même. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui au niveau justement de nos sources horaires, notre production du temps, c'est d'avoir la certitude, donc éventuellement parler de certificat, que cette heure est la même partout. Et à ce moment-là, on pourra évidemment juger d'un retard. C'est-à-dire le retard, c'est quoi ? C'est le retard par rapport à ma montre, c'est par rapport à ce qu'on m'a donné comme information, ou est-ce que c'est vraiment un retard dans le temps, quoi ? Mais ce que vous nous dites des décalages, c'est de l'ordre de combien là ? Parce que j'ai pas l'impression quand même on soit sur de l'ordre de la seconde ou de la minute. Là, vous nous parlez d'échelles vraiment plus petites. Alors voilà, c'est pour ça, si on parle vraiment d'horaire des trains, bon, on va être au niveau de la seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint des vitesses extraordinaires pour faire rouler un train. Donc même à 300 km/h, on peut imaginer que la situation d'un train dans l'espace au niveau de la seconde est largement suffisant. Par contre, derrière, pour produire cette heure, pour la diffuser, on s'appuie justement sur des systèmes informatiques. Et là, on rentre dans les milieux justement de la technologie, on rentre dans les milieux justement du big data, des data centers, des choses comme ça. Et là, le temps va être beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces calculateurs, parce que là-bas, c'est des calculateurs qui sont derrière, c'est eux qu'il faut leur donner une source de temps homogène et beaucoup plus précise. On va être de l'ordre aujourd'hui de la milliseconde, on va dire, parce que c'est ça, les systèmes de calcul aujourd'hui ont une échelle à la milliseconde. Ce qu'on voit venir, c'est que progressivement, on va diminuer ou augmenter, on va dire, selon comment on regarde l'échelle, d'aller beaucoup plus loin dans la précision pour tous ces systèmes informatiques. C'est vrai que l'heure qui va être affichée en gare, aujourd'hui on présente la seconde, ça m'étonnerait qu'on présente la milliseconde, quoi. Nicolas Gorgie, c'est vous qui l'a donné cette heure, donc vous allez nous expliquer pourquoi c'est important aussi. En tout cas, vous êtes en train d'essayer d'élaborer un nouveau moyen de donner l'heure sécurisé et indépendant, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Expliquez-nous pourquoi, quand on parle big data, l'horloge est vraiment importante. L'horloge est l'heure qu'on peut assigner à une donnée quand elle est collectée ou stockée. Il faut imaginer que, effectivement, comme disait Philippe, la seconde, pour le commun des mortels, c'est déjà bien. Dans le trading, par exemple, la seconde, c'est au téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une première réglementation européenne qui est en vigueur depuis janvier 2018, qui demande à ce que, premièrement, la source soit la même et soit l'UTC. Aujourd'hui, pour obtenir l'UTC, c'est par aucun des satellites, c'est uniquement en se connectant à un observatoire. Ensuite, vous devez avoir la même heure entre la plateforme et le trader. Le trader, il peut se situer partout en France ou en Europe ou dans le monde. Et en fait, on va devoir prouver que cette heure-là, selon l'acte d'achat qu'on fait, que ce soit au téléphone, c'est la seconde, que ce soit par PC, c'est la milliseconde, et que ce soit le trading haute fréquence, ils ont relevé un petit peu et arrêté la course à la performance, où on arrivait à quelques nanosecondes.
il la remonte à la microseconde. Et tout ça, il va falloir le prouver. Donc le monde évolue parce que vous prenez un data center, je pense qu'un data center moyen, aujourd'hui, dans la même seconde, il doit gérer plusieurs millions, peut-être même quelques milliards de données en même temps. Donc, quand votre client que vous hébergez vous demande de retrouver un mail que vous avez perdu, enfin qu'il a perdu, ça commence à être compliqué pour lui. Voilà, donc aujourd'hui, le rapport au temps change et le monde du digital fait que le temps, c'est un élément qui maintenant est fondamental dans le monde du digital. En quelques mots, racontez-nous ce que vous allez essayer de changer, et vous travaillez aussi avec Philippe Louvet là-dessus, pour développer SCP Time. Rapidement, parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais je pense que ça vaut le coup que vous nous expliquiez. Alors, SCP Time, en fait, c'est le premier signal horaire sécurisé, certifié et traçable qui part de l'horloge atomique d'un pays pour obtenir l'UTC, ou le temps légal du pays, et sur lequel, en fait, on va tracer entièrement l'échange au travers d'un réseau Ethernet ou Internet, du coup, on utilise le réseau classique, sur lequel, en fait, on va diffuser l'heure et on va faire l'acquisition au travers de n'importe quel device de ce temps. Et on va tracer entièrement l'échange et on va pouvoir savoir à quel niveau de performance on a reçu le temps. Parce que derrière, au niveau des big data, si je vous donne un exemple, c'est typiquement celui de Schneider. Schneider, on les connaît avec les disjoncteurs, sauf que Schneider aujourd'hui, ce sont des capteurs. Ils fabriquent énormément de capteurs, notamment pour l'industrie 4.0. Donc, vous pouvez imaginer, chez Renault, il y a des milliers de capteurs qui renvoient des informations sur des centaines de box, ça s'appelle des IoT box, qui vont derrière collecter toutes ces informations-là. Si ces informations-là ne sont pas timestampées, et timestampées, je suis désolé. Timestampées, c'est-à-dire qu'on met un coup de tampon avec l'heure et la date. Horodaté alors. On vient horodater l'heure, ouais. Exactement. Et donc, cet horodatage permet ensuite de pouvoir envoyer ces informations-là sur le cloud. Donc imaginez des milliards d'informations qui viennent de dizaines ou centaines de box qui sont envoyées sur le cloud. Dès lors que vous avez besoin d'exploiter toutes ces datas, ultérieurement, derrière, si vous ne connaissez pas l'origine du temps, vous ne pouvez pas le prouver. Et aujourd'hui, l'enjeu, je dirais, ce n'est pas seulement d'avoir le temps, mais c'est d'être certain, comme disait Philippe, de la source de temps et de la sécurité du temps. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, l'heure que j'ai captée en ce moment même, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'elle provient de la source que j'ai choisie ? J'ai presque l'impression qu'on est en train de dépasser le thème de cette table ronde, parce que si on en est à sécuriser des données numériques, ça veut bien dire qu'elles nous sont si indispensables que presque on ne peut s'en passer. Ce que je veux dire, c'est que on a vu à travers les différents exemples ici que la réponse est presque oui, et qu'on pourrait passer à une autre question à cette table ronde. Le numérique orchestre nos vies à tous les niveaux. On n'a pas parlé, parce que vous n'êtes pas spécialiste, mais de la donnée santé du numérique, que ce soit les écrans ou même les addictions qui sont très connues maintenant par les réseaux sociaux. Vous en avez un petit peu parlé en rigolant, Tristan Nitto. J'ai envie de dire, la seule chose qu'on pourrait essayer de faire tous ensemble, c'est de se dire, bon, ok, on est tous des addicts au numérique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on refuse ? Est-ce qu'on réfléchit ? Est-ce qu'on ralentit ? Est-ce qu'on continue d'accélérer ? Parce que ce que vous me dites et ce que vous développez, c'est pour continuer d'accélérer, c'est pour pouvoir faire plus de big data et pouvoir les utiliser plus. Alors, je vais essayer de trouver une réponse avec vous, David Burg, je ne vais pas encore donner la parole. Et vous sécurisez toutes ces données et vous faites en sorte qu'elles restent là où elles doivent être et qu'on ne puisse pas y accéder ou les utiliser autrement. J'ai envie de vous poser la question comme ça. On ralentit ou on continue et tout ira bien ? Large question. Bon, déjà, je pense que le numérique, il est juste indispensable. Et oui, il orchestre nos vies. Je pense que voilà, on est tous. On ne va pas attendre la fin de l'heure pour le dire. Enfin, à moins que quelqu'un ait une opposition qui lève la main maintenant. Ou... non, je crois pas. Mais par contre, ça doit se faire avec certains cadres, certains contrôles. Oui. Vous parliez de data. Dans le digital, on dit la data, c'est le nouveau pétrole. On sort de décennies où
le pétrole crée des guerres pour aller régler les problèmes de dépendance énergétique, etc. Maintenant, c'est plus pour le pétrole qu'on se bat, c'est pour la data. Et aujourd'hui, effectivement, l'accès à la data, et ce n'est pas la personne de Quant qui dira le contraire, c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Et donc, pour répondre à votre question, il est juste fondamental de sécuriser ces données. Et par rapport à votre point, est-ce qu'il faut... Donc non, on ne va pas ralentir le numérique, en tout cas pas pour les entreprises. Donc voilà, ça c'est à titre, je dirais, en tant que dirigeant d'entreprise. Par contre, en tant que privé, Oui. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on utilise en fait tout le numérique pour optimiser son temps. Personnellement, je trouve qu'on arrive dans une exagération. On n'a plus de temps mort. Et je trouve ça assez savoureux que ce soit des gens du digital qui trouvent du temps mort pour prendre une soupe le long du canal. Et je vous encourage à le faire. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lâcher votre mobile un week-end complet. Je pense que très peu de gens sont capables de le faire maintenant. Donc voilà. Donc en tant que dirigeant d'entreprise, pour le business, le numérique est juste fondamental. Par contre, il y a des règles. Il y a des règles pour gérer l'IA, il y a des règles pour gérer la data. Et la cybersécurité est juste essentielle. Vous ne le savez peut-être pas, mais on est dans une cyberguerre. Et donc, il est absolument nécessaire de protéger ces datas. Et en tant que personne, je dirais, privée, effectivement, je pense que l'être humain n'est pas fait pour vivre à la nanoseconde. Donc, il est juste essentiel de savoir faire des pauses et de contrôler tout ce qu'on crée grâce au numérique, que ce soit l'IA, bientôt on parle d'ordinateurs quantiques, on fera encore plus de choses, ajouter à la robotique, etc., etc. Donc, il est essentiel, à mon avis, de réguler, de gouvernementer, enfin, voilà, de s'assurer que ça ne part pas dans tous les sens. Virginie Galindo, est-ce que c'est des choses qui ont été anticipées, le constat qu'on est en train de faire, qui est que, en effet, on a remis l'organisation de nos vies à des objets qui sont exclusivement numériques? Oui, alors évidemment, comme on fournit de la sécurité et que la vie des personnes se trouve d'une certaine façon dématérialisée, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, qui fournit des solutions pour sécuriser la donnée. Évidemment, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Alors, c'est pour venir renforcer l'usage du numérique, hein, c'est pas du tout pour freiner, c'est au contraire pour renforcer un usage. L'idée, c'est de faire en sorte que l'accès aux services reste sécurisé, comme le disait David, c'est important. Il l'est, effectivement, aujourd'hui, on peut le dire. Ce que je fais avec mon téléphone, même sans prendre les précautions et lire tout ce qu'on me demande de lire, est-ce que je suis en sécurité? Alors, la définition de la sécurité, c'est on est aussi sécurisé que le maillon le plus faible de l'ensemble de la chaîne qu'on utilise. Donc, c'est souvent compliqué de dire que tout est sécurisé, c'est-à-dire le contexte dans lequel vous utilisez votre téléphone, les serveurs du service que vous utilisez. Donc, du coup, c'est complexe de dire oui, tout est sécurisé parfaitement. On sait qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites et un des enjeux, c'est d'essayer d'augmenter la barrière justement d'attaque sur les différents services qui partent de vous, qui passent par votre téléphone jusqu'aux fournisseurs de services. Donc une des choses sur lesquelles on travaille en utilisant le numérique pour de la sécurisation, c'est aussi de rendre plus intelligente, on va dire, la sécurité, de la rendre plus adaptée. Donc, par exemple, ce qui se fait beaucoup, c'est d'utiliser, par exemple, l'usage numérique d'une personne pour essayer de qualifier si c'est bien la bonne personne qui se connecte à son service bancaire, par exemple. Si j'ai l'habitude de faire mes transactions plutôt vers 22 heures dans une localisation en France, si tout d'un coup mes transactions sont faites d'un autre pays à une autre heure, eh ben, on peut peut-être essayer de faire un petit check, vérifier si c'est bien Virginie qui continue à faire ces transactions. Donc il y a des systèmes de sécurité qui s'appuient sur le numérique qui deviennent adaptatifs et intelligents. Frédéric Kaplan, on voit avec les deux spécialistes de la cybersécurité qu'on n'est pas prêt de ralentir. Et vous nous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il y avait une corrélation assez forte entre l'augmentation de l'utilisation du numérique pour optimiser et notre perte de liberté. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous expliquer comment on arrive à cette conclusion que vous avez effleurée tout à l'heure? D'abord, ce n'est pas une chose inéluctable, c'est un choix politique, ou un choix même personnel. Ce n'est pas quelque chose de systématique de ce point de vue-là. C'est juste qu'il faut avoir conscience que si on est libre, on est moins efficace. C'est juste ça. Et le revendiquer, potentiellement, si on le veut, comme vous l'avez fait, par exemple. Sans le vouloir vraiment. Sans le vouloir vraiment. Et donc c'est un point qui va être débattu dans les 10 prochaines années. Quand vous avez la situation des chauffeurs Uber, par exemple, qui sont des mailles dans une machine plus grande et qui suivent finalement une machine qui est le GPS et qui
ne font que l'intermédiation avant que la voiture soit autonome. Quand vous avez les travailleurs chez Amazon qui ont les ordres qui viennent des machines, en fait, potentiellement, et qui simplement aident à une logistique globale, vous êtes dans une situation où effectivement la place de la liberté est faible, évidemment, dans un cas comme ceci. Et on a parlé des autres cas aussi plus légers dans d'autres éléments. Donc ce sont des positions politiques. C'est-à-dire qu'il faut... est-ce qu'on est prêt à accepter d'être moins efficace pour avoir plus de liberté ou pas? Et donc je pense qu'on peut avoir des avis divergents là-dessus et que potentiellement des partis politiques pourraient avoir des avis divergents en considérant ce qui est important, c'est que la société soit efficace. Non, ce qui est important, c'est que c'est pas grave, on n'attrapera pas les voleurs, on se fera voler, on sera plein de trucs très embêtants, mais on le gagne par une certaine forme de non-aliénation de ce point de vue-là. Moi, je voulais juste rebondir sur une toute petite chose qui est intéressante et qui émerge dans le débat, c'est qu'il y a vraiment deux temps. Là, on parle de notre temps, des heures, des secondes, etc. Mais vous voyez que la plupart des choses qui nous intéressent technologiquement sont des temps beaucoup plus petits. On a parlé de ces autres échelles, on a parlé du high frequency trading. Donc, le fait qu'il existe parallèlement deux mondes. Vous avez le monde de l'informatique extrêmement rapide, pour nous aider, mais qui se ralentit à notre contact, parce que on ne peut pas nous cliquer très rapidement. Et puis vous avez aussi un monde des machines avec les machines. Le cas le plus extraordinaire, c'est évidemment le fait de pouvoir faire des ordres à la bourse, et à tel point qu'à un moment, à Wall Street, les entreprises se mettaient le plus près possible avec la fibre optique pour avoir cette capacité, et où là, la synchronisation des temps est un enjeu absolument crucial, parce que ce sont les machines contre les machines de cette manière. Et ça, c'est très important dans le débat qui est en train de se construire sur l'intelligence artificielle, sur l'optimisation, c'est que vous avez l'optimisation de nos vies, à son rythme, mais vous avez d'autres formes à la fois de négociation ou de marché, comme dans le cas des machines contre les machines, ou dans certains cas de techniques d'intelligence artificielle qui se basent sur les machines contre les machines et qui donc ont une importance clé de la séquence des actions et donc du temps. Et donc, il y a deux mondes. C'est pas la Matrix et nous, c'est un monde qui sont à deux rythmes différents. Et la grande difficulté ou le grand enjeu, c'est d'organiser ce monde d'en dessous, entre guillemets, qui est très différent du nôtre. Voilà, c'est le jeu. Mais juste une question sur ce point. Quel temps il nous faut à nous, humains, pour comprendre le temps des machines et ces rouages qui sont parfois noirs, complètement noirs? Est-ce qu'on a abandonné d'essayer de comprendre ce que certaines IA nous fournissaient, ou est-ce qu'on peut prendre ce temps encore dans l'accélération qu'on décrit aujourd'hui? Alors, il y a des choses, il y a deux types de choses. Vous avez des systèmes qui sont ouverts et incontrôlés, et donc ça, c'est une type de difficulté. Donc, c'est le cas, par exemple, de la bourse. Vous avez des flash crash, des moments, par exemple, à Wall Street, où tout d'un coup, les cours se sont effondrés, et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Simplement dans l'interaction d'énormément de systèmes extrêmement rapides qui prennent des décisions les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est le monde complexe du dessous. Oui. Le monde complexe de l'ultra rapide, mais non fermé. Bon. Et puis, vous avez d'autres situations. Et de nouveau, on n'est plus dans cette question de est-ce qu'on comprend l'algorithme, tout ça, c'est... Non, on ne comprend pas l'algorithme, il optimise. On ne comprend pas non plus bien comment on fait pour trouver un emploi du temps qui fonctionne bien pour un collège. Hein. On comprend un peu comment ça marche, mais ça ne change pas le problème. Sur le fond, la machine nous trouve des solutions, et ce n'est pas le fait de voir dedans, c'est pas la question. Non, le point qui est intéressant, c'est que vous avez de plus en plus des techniques d'intelligence artificielle qui sont basées avec la machine qui joue contre elle-même. Donc le plus impressionnant récemment, ça a été évidemment comment la machine a gagné dans le jeu du Go, d'abord avec des techniques qui étaient des techniques encore en partie traditionnelles, en partie inspirées, et puis une année après, la même équipe a démontré qu'une machine jouant contre elle-même non seulement battu la meilleure machine qui avait battu le champion du monde, mais a développé une manière de jouer au Go qui était absolument non humaine. Et donc ce jeu, dans les temps humains, construit sur des millénaires, dans lequel des traditions de maître à élève s'étaient développées dans une forme d'expertise et de virtuosité reconnue comme étant le maximum, a été, en termes d'espace de possibilités, en un certain nombre de jours de temps machinique, complètement remis à zéro. Et on a montré ce qu'a montré la machine, c'est qu'il existait dans ce jeu humain des manières de jouer que les humains n'avaient jamais découvert et sur lesquelles ils étaient bien plus performants. Donc c'est autant de choses sur ces deux temps, c'est-à-dire que là vous voyez, on l'a vu sur des décisions des traders, on le voit sur la culture, c'est-à-dire des millénaires d'un savoir-faire qui en 40 jours, si je me rappelle, sur le calcul de AlphaGo 0, ont été non seulement dépassés mais complètement explorés de manière différente.
Tristan, Nito, je voulais vous poser, oui, si vous avez un micro, cette question simple. Vous avez dans vos mains un moteur de recherche qui choisit de ne pas collecter de données personnelles. Est-ce que ça a un lien avec cette question de l'orchestration ou c'est pour d'autres raisons? Est-ce que vous avez fait le choix de ne pas être un GAFA, entre guillemets, ou ça va plus loin et ailleurs? Alors en fait, c'est directement avec la réponse du premier intervenant qui disait la data, c'est le pétrole du 21e siècle. Eh bien, exactement de la même manière, on est capable de faire des choses merveilleuses avec le pétrole, comme on est capable de faire des marées noires ou du changement climatique. C'est là toute la difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, il y a deux catégories. Excusez-moi d'être binaire, mais je suis informaticien après tout. Il y a deux catégories d'entreprises qui ont de la data. Il y a celles qui se sont fait pirater et celles qui ne le savent pas. Parce qu'en fait, à tout moment, de la data est piratable. Et ça finira par arriver. Peut-être que c'est juste une question de temps, si j'ose dire, mais à un moment, il va y avoir des fuites de données. Donc la décision chez Quant, c'est de dire, le moteur de recherche, les questions que vous posez au moteur de recherche, finalement, elles touchent à l'intimité bien souvent. C'est vos inquiétudes, vos interrogations, vous vous levez le matin, vous avez une démangeaison mal placée, vous ne savez pas si vous allez en parler à votre médecin, vous n'osez pas en parler à votre conjoint, mais vous posez la question à Google. C'est dommage parce que Google, il vous connaît, il vous a donné un compte Gmail, il connaît votre identité et il a une mémoire infinie. Donc il va se souvenir à 7h44, le 21 novembre 2019, et après il vous vend de la pommade préparation H. Vous voyez, et ça, c'est un problème parce qu'un jour, ces données vont fuiter. C'est inévitable. Et donc, ce qu'on a décidé de faire chez Quant, c'est une alternative premièrement européenne, et avec une approche où on veut considérer que l'individu est un citoyen et non pas juste un consommateur. Donc, Quant, d'un côté, ça c'est beaucoup de choses, et ça on fait énormément de big data sur tout le web. On scanne le web pour pouvoir répondre aux questions des internautes. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un arrive et pose une question, la seconde d'après, on l'a oublié, lui, sa question et son adresse IP. Donc c'est comme s'il n'était jamais venu, en fait. Vous n'allez juste pas chercher le pétrole sous les pieds de l'utilisateur, mais vous utilisez le même pétrole. On va s'assurer que la façon dont on exploite le pétrole ne touche pas l'individu avec les risques de faire une marée noire de données personnelles. Donc la donnée personnelle, nous n'y touchons pas. Par contre, la donnée du web qui est publique, là, on l'indexe. L'open data qu'on va trouver dans les villes, sur les horaires des bus, sur les types des cantines, on va le trouver, c'est quelque chose qui est public, on va l'indexer, et là-dessus, on est très fort. Mais en fait, on est un peu asymétrique, en ce sens que la donnée personnelle, non, la donnée publique, oui, et là, on investit tout là-dessus. David Buan, tenez, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on pirate, parce qu'apparemment, tout est piratable et tout sera piraté. Donnez-nous peut-être un exemple, vous faites je crois des crash tests, de en quoi le tout numérique nous permet d'atteindre le cœur d'activité d'une entreprise ou d'une autre. Parce que je pense qu'on n'a pas tous en tête ce qui est possible de faire, mais sans parler des données personnelles. Hein. Simplement, je ne sais pas, dans un entrepôt connecté, si je m'infile, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, c'est vrai que tout se numérise. Donc vous parlez d'entrepôt, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire face à Amazon, par exemple, tous les grands distributeurs travaillent sur des entrepôts connectés pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficaces. On a ça aussi dans l'industrie, on parle d'industrie 4.0. Donc on a introduit ce qu'on appelle les objets connectés pour gagner en temps, en efficacité. J'imagine à la SNCF, c'est aussi le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ces ajouts informatiques, numériques sont faits par des gens qui viennent du monde industriel, logistique, et qui ne sont juste pas aguerris, sensibilisés au monde cyber. Et sans s'en rendre compte, ils ouvrent une exposition très critique à tout leur système essentiel. Et donc, nous, on fait ce qui s'appelle, on a une activité, on appelle ça la Red Team, l'équipe rouge, qui essaye par tous les moyens de montrer ce que pourrait faire un attaquant. Et donc, on fait ça très fréquemment dans des data centers, dans des hôpitaux, dans des entrepôts connectés, dans des usines. Et malheureusement, je dirais dans 99,9% des cas, en gros, on peut tout détruire. Et tout détruire de manière durable. Et puis il suffit de regarder la presse. En ce moment, c'est public, hein, le CHU de Rouen, qui est, je ris, mais c'est pas drôle, qui est complètement à l'arrêt depuis plusieurs jours. Il y a eu cet été Ramsay, qui est aussi une entreprise privée d'hôpitaux. Un peu plus tôt, c'était pourtant un très grand acteur dans l'ingénierie. Cette année, c'est Altran. Là, je parle de cas publics, il y a plein de cas qui ne sont pas visibles. Mais oui, de manière très claire, le numérique se répand partout.
Par contre, il est essentiel d'y mettre des barrières pour protéger l'ensemble des assets, et, enfin des valeurs, entre guillemets. Les valeurs, c'est la data. Voilà. On a le temps. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas trop vite pour qu'on ait le temps de réagir. Je pense qu'il y a tous les moyens pour le faire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'orchestration des moyens. Parce qu'en tout cas, dans la cybersécurité, il y a une très forte pénurie de talents. Et souvent, nos clients n'ont pas suffisamment de personnes. En tout cas, ils n'arrivent pas à les recruter, à les embaucher. Donc, ils font avec peu de monde. Et donc, ils ont accumulé des moyens, mais mal orchestrés. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si vous essayiez d'arrêter une marée montante avec des sacs de sable sur une plage. Pour arrêter de l'eau qui monte, il faut des digues comme en Hollande. Donc, il faut un système exhaustif, pensé. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Donc, pour répondre à votre question, il y a les moyens. Donc, ça, c'est plutôt le côté positif. Il faut juste maintenant bien les orchestrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que dans la plupart des cas, ce n'est pas protégé. Je vais juste continuer sur cette accélération. Et Virginie Galindo ou Philippe Louvet, vous qui avez l'œil sur, j'ai envie de dire, les notes d'électricité des data centers, est-ce qu'on commence à collecter de manière mesurée pour essayer de maîtriser cette dépense énergétique, ou la facture ne fait qu'augmenter depuis 10 ans Alors, c'est une excellente question. Effectivement, comme beaucoup de puissances de calcul et de stockage se déportent dans les infrastructures cloud, qui peuvent être privées ou publiques, lorsqu'elles sont publiques, ça coûte en puissance de calcul, ça coûte en espace de stockage. Et le numérique, l'usage des services en ligne pousse énormément à ça. Donc effectivement, il y a une prise de conscience sur l'ampleur de l'énergie que ça consomme, de l'argent que ça peut coûter à une entreprise qui fait du B2B comme nous, on le fait. Et donc aujourd'hui, au départ, on a beaucoup travaillé sur comment beaucoup mieux pousser nos services en ligne, comment être efficace pour faire des mises à jour régulières, etc. Et quand on a reçu les premières notes, la petite facture des fournisseurs de cloud publics notamment, on s'est dit, peut-être qu'on va essayer aussi d'optimiser la partie finance. Donc c'est à ce titre-là qu'on a des nouveaux métiers qui se développent. On avait des DevOps, faire du développement et pousser des services intelligemment. Maintenant, on a des DevFinOps, c'est-à-dire faire du dev, faire de la finance et en même temps pousser des services de manière efficace. Donc oui, ça a un impact, tout cet usage de la donnée, notamment de manière déportée. Philippe Louvet, vous confirmez, ça coûte très cher, le big data? Oui, c'est pour ça. Moi, je ne suis pas spécialiste justement dans l'étude financière des data centers, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de déporter l'information. Et je dirais que c'est une transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des gestes métiers, on avait des habitudes. Là, on essaie justement de digitaliser. Mais je pense qu'on ne s'est pas rendu compte aujourd'hui de la limite de la digitalisation. C'est-à-dire qu'on transporte un geste métier, un réflexe, une habitude, sous forme justement d'automates, sous forme de données. Mais on n'a pas encore, je pense, la vision justement de la limite de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du retour d'expérience sur justement les capacités des data centers, choses comme ça. On voit les aspects cybersécurité, on fait des calculs justement sur les consommations énergétiques, mais je pense qu'on n'a pas vu la limite, justement de se dire, ne le faisons pas à outrance non plus, parce qu'on n'a pas la vision justement de demain, qu'est-ce qui va se passer, de tout mettre justement sur des data centers, les prises de décision, les données stockées. Je pense qu'on n'a pas encore la vision jusqu'où on peut aller, la limite qu'il ne faudra peut-être pas atteindre, et de se dire justement comment on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui au stade, à mon niveau, de poser les crayons, de se dire on a des choses qui existent, ça a un coût, ça a des bénéfices, ça a aussi des avantages au niveau technologique, mais qu'est-ce qui va en être demain, quoi? Est-ce que l'être humain pourra encore intervenir dessus en disant stop, attention, là ça coûte trop cher, ou là justement c'est peut-être pas assez efficace, on n'a pas gagné assez de temps, et je pense à mon niveau, je pense qu'on en est là aujourd'hui, de se poser, de dire est-ce que ça vaut le coup d'aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus vite? Didier Gorgenheim, on entend plusieurs choses qui nous montrent cet étirement entre le temps humain et le temps du numérique, ces nouvelles datations à la nanoseconde. Est-ce que la solution, pour être plus frugale aussi, pourquoi pas, c'est d'essayer de ramener ces deux temps l'un vers l'autre, et on en revient au début de la discussion, comment faire et qui fait quoi? L'utilisateur et celui qui veut la donner. Vous n'allez pas me répondre complètement, mais vous avez peut-être une petite idée. L'espoir qu'on arrive à travailler à la nanoseconde est assez faible dans l'état actuel de notre évolution. On va dire ça comme ça. Alors, ceci étant, je voudrais revenir... On ne peut pas se connecter à la machine ça existe déjà. Ça existe déjà sur certains aspects spécifiques comme
biométriques ou de réparation sur la vision, par exemple. Ouais. Il y a déjà des essais de récupérer la vision en connectant effectivement directement les aspects organiques. Sont des choses qui existent déjà. Donc, je voulais d'abord revenir sur une première des choses. On parle beaucoup de ce décalage effectivement entre un temps numérique qui va à des vitesses, on parlait tout à l'heure, on est obligé de les ralentir pour des raisons un peu légales sur les transactions parce que à la microseconde on ne sait plus, voilà, on ne sait pas le maîtriser. Alors ceci étant, on est encore nous une sacrée belle machine. L'être humain est encore une sacrée belle machine, et même si nous ne percevons que des évolutions de temps à la seconde ou peut-être même à la dixième de seconde, parce qu'on arrive à voir quand Usain Bolt il sort du starting block, on fait des tas de choses, et notre cerveau et notre système fait lui-même énormément de choses en back-office dont on n'est pas conscient, mais qui fonctionnent très vite aussi. L'humilité qu'on doit avoir, c'est d'imaginer qu'à force de complexifier le big data, à force de connecter les machines et à force d'augmenter la puissance des machines, c'est un autre débat peut-être qui va bien au-delà de ça, mais de toute cette complexité, de toute cette automatisation, de toutes ces intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre, y compris contre elles-mêmes, surgira à un moment quelque chose qui nous dépassera peut-être en termes de capacité. Ensuite, reconnecter les deux, ça veut dire, nous, et on l'a dit plusieurs fois ici, arriver à réguler et mettre nos limites à ça. J'ai entendu ici le droit à l'oubli, par exemple, quand on est sur les réseaux. Avoir un vrai droit à l'oubli, ne pas être obligé d'être pisté quand on est connecté et qu'on pose une question sur une pommade. Il y a un autre droit qui rejoint autre chose, qui est peut-être, c'est le droit à la déconnexion. Mais le droit, il arrivera peut-être même à un devoir de déconnexion à certains moments, parce que à un moment donné, est-ce qu'on fait quelque chose de bien quand on répond à un email le dimanche? Et pourtant tout le monde l'a fait ici, c'est une évidence. C'est une évidence. Et est-ce que c'est bien? À un moment donné, on va se poser des questions qui sont plus tellement techniques, savoir si on arrive à se rapprocher de ce temps, parce que le temps à la nanoseconde, j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas terminé, le progrès technologique, il a juste changé. C'est plus la loi de Moore linéaire que l'on avait depuis les années 70, mais il va continuer, il va rebondir sur d'autres aspects, et on ne sait peut-être pas encore ce qu'il sera dans une dizaine, une quinzaine d'années. La mer qui monte, on ne l'arrêtera pas avec des châteaux de sable, c'est une certitude. Par contre, on a notre conscience, et il faut qu'on arrive à poser un certain nombre de règles, je pense, qui sont la liberté aussi. Vous parliez de liberté, effectivement. Le droit à l'oubli, c'est la liberté. Alors on y perd de l'efficacité, mais c'est ça qu'on est capable de réguler. Je pense se rapprocher de ce temps, c'est très compliqué. Les machines vont quand même continuer à aller de plus en plus vite, quand même continuer à être de plus en plus puissantes. Peut-être qu'on adaptera, qu'on n'a pas toujours besoin de toute cette puissance. Et il y a une nouvelle tendance, en particulier avec l'énergie, qui consiste à dire ça sert quand même à rien d'utiliser des trucs qui utilisent énormément d'énergie. Et le low power, par exemple, en conception microélectronique, c'est une vraie tendance, en disant utilisons des circuits adaptés. Faisons des choses adaptées. Ce n'est pas la peine d'utiliser des choses gigantesques pour faire ma tasse à café le matin. Il y a un autre temps aussi dans l'humanité, c'est celui d'une génération. C'est-à-dire que quelqu'un qui a appris à faire quelque chose et à qui on a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, il va peut-être avoir du mal à l'abandonner dans sa propre vie, mais ses enfants, eux, vont peut-être changer. Donc on va pouvoir voir comment ça va. Je voulais vous poser une question, Tristan Nitto, sur un paradoxe qui a émergé, je trouve, dans notre discussion. C'est qu'on conseille à l'usager particulier de se protéger, de comprendre ce que devient sa donnée, de faire en sorte d'en donner le moins possible. Et j'ai entendu ce que vous disiez, on conseille pour le moment, en tout cas, à l'entreprise d'en collecter le maximum parce qu'on ne sait jamais, on va peut-être trouver quelque chose dedans. C'est un paradoxe qui est simplement là pour rassurer l'utilisateur, parce qu'on en arrive à des Amazon, des Google qui collectent impunément à l'insu de l'utilisateur, par exemple. Donc, comment vraiment se protéger si, en se protégeant, en fait, on n'est pas protégé? Alors, c'est difficile parce qu'il y a une injonction à aller toujours plus vite et toujours plus vers le numérique. À une époque, c'était comment t'as pas Internet. Après, ça a été comment t'as pas de smartphone. Comment t'as pas de monde connecté. Je pense on y est presque là. Et avec une telle accélération, t'as encore un iPhone d'il y a 2 ans. Il y a cette injonction à consommer, à aller plus vite, à avoir plus de capteurs, plus de génération de données, et ça laisse fort peu de place à l'éducation.
D'autant que les plus anciens qui doivent enseigner aux plus jeunes sont souvent moins à l'aise que les plus jeunes, même s'ils pourraient apporter leur recul, mais ils savent pas, ils comprennent pas assez bien la technologie. Donc en fait, on est tous bouleversés, on n'arrive pas à réfléchir aussi vite que la technologie avance. Et ça pose un problème certain, mais il y a des choses qui ont des vertus pédagogiques, même si elles sont malheureuses. Je pense par exemple au scandale de Cambridge Analytica avec Facebook, où on se rend compte que nos données personnelles, que des gens avaient laissé Cambridge Analytica capturer, tout ça pour c'était un sondage d'opinion pour vous dire quel est votre profil d'internaute, quoi. C'était vraiment le quiz à 2 balles. Et les gens, ils donnaient leur accès à leurs données, à toutes leurs données, sans le savoir. Ils donnaient des réponses et en plus, ça donnait accès aux données de leurs amis. Et c'est ainsi que Cambridge Analytica s'est emparé de la donnée de centaines de millions de personnes pour au final bricoler des élections, le Brexit et l'élection de Trump, donc aux États-Unis et en Angleterre. Donc finalement, cette donnée qu'on refilait sans se poser trop de questions, juste pour avoir la satisfaction de savoir quel type d'internaute on était, alors qu'en fait, voilà, vous êtes humain, vous utilisez Internet, à peu de choses près, et puis vous avez un smartphone ou pas, en fait, ça a permis de faire chanceler plusieurs grandes démocraties. Et les enjeux sont finalement de cette donnée personnelle qui n'a l'air de rien. Il y a un peu l'effet papillon, quoi, vous voyez, qu'est-ce qu'on s'en fiche que j'aime le rose plutôt que le bleu. Au final, si c'est pour faire basculer la démocratie dans laquelle je vis, finalement, c'est vraiment un problème. Et ça, c'est bien parce que c'est un début de prise de conscience. Il en faudra d'autres, je vous rassure, des Cambridge Analytica. Il y en a des dizaines en construction alors où on parle là. Donc ça va venir. Il y a déjà eu des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden qui a expliqué comment on était tous sous surveillance, etc. Donc il y a des scandales, il y a des lanceurs d'alerte qui nous aident à prendre conscience de tout ça. Et peut-être qu'un jour, on va réaliser qu'il va falloir trouver un numérique plus humain, plus frugal, plus au service de l'individu. Parce que moi, il y a quelque chose qui me titille dans cette observation qu'on fait sur cette table ronde, qui est composée de 3 carrés. C'est quand même un peu aberrant, mais bon. C'est qu'il y a le temps de l'humain qui est le temps de vivre, le temps de vivre une belle vie. Oui. C'est ça qui compte finalement. Et là, on est tous à dire au taquet, au millionième de seconde, à optimiser des process, à optimiser de l'industrie, à optimiser des entreprises, à optimiser de l'économie. Mais l'économie, elle devrait être au service de l'humain. Et alors qu'en fait, là, on est tous complètement sous pression, au taquet, avec des trucs qui nous disent « t'es en retard, envoie ton mail, t'as pas encore répondu, etc. » Et cette optimisation du temps pour l'entreprise, elle est aux dépens du temps pour l'humain, alors qu'elle devrait le servir. C'est bien si on a tous des tas de choses, des biens et des services à utiliser, mais si c'est pour oublier de vivre, on passe à côté de nos vies. Moi, j'ai quand même l'impression, en vous ayant tous écouté là, que vous avez séparé vous en tant qu'humain et vous en tant que représentant de l'entreprise et l'usage que vous prenez du numérique, il était contradictoire à chaque fois, j'ai l'impression. Vous êtes arrivé en essayant de prôner l'oisiveté et pourtant, de l'autre côté, vos serveurs font du big data, font la caisse. Je ne vais pas vous faire en détail, mais j'aimerais trouver la solution là-dedans avec vous. Peut-être essayer. Est-ce que c'est ces mots qui sont humains et qui sont inefficaces qu'il faut vraiment garder en tête tout le temps? Je ne sais pas, j'ai inefficacité, ralentissement, oisiveté. Peut-être Nicolas Gorgy, si vous voulez répondre, puisque vous êtes celui qui essaie d'aller le plus vite. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, je pense que la course à la performance, elle peut servir dans certains cas, mais dans très peu de cas, en fait. Ça va servir pour le trading, ça va servir pour l'énergie, c'est une chose, mais pour l'humain, le problème, à mon sens, pour répondre un petit peu à ces problèmes de sécurité, je pense que l'humain, il a toute sa place et en fait, il n'écoute pas assez parce qu'il n'est peut-être pas assez informé, formé. Il n'y a pas assez d'évangélisation en fait sur la sécurité. Aujourd'hui, la donnée, elle est présente partout, n'importe quel moment, n'importe où. Et en fait, on diffuse en même temps de la donnée. Et cette donnée, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est fiable, elle est propre ou c'est le contraire.
Et pour le temps, c'est pareil. Le temps, on l'a de partout. Vous l'avez sur votre montre, vous l'avez sur le téléphone, sur la tablette, sur le PC, dans la salle. Mais d'où il vient? Est-ce qu'il est sécurisé? Quand aujourd'hui, vous avez des data centers qui vont chercher leur heure sur ce qu'on appelle un NTP pool, c'est un ensemble en fait de serveurs de temps sur lequel vous pouvez aller chercher gratuitement, comme tout bon informaticien, l'heure. Sauf que cette heure, vous ne savez pas d'où elle vient. Nous, on a fait le test, hein. On a mis à contribution nos serveurs. Et on les change d'heure volontairement. Et le temps qui soit mis comme étant mauvais, identifié comme étant mauvais, il peut se passer 1 heure. Il peut se passer 1 heure, sauf que pendant 1 heure, vous avez envoyé une date erronée, une mauvaise heure. Et vous avez des data centers qui gèrent pour leurs propres clients des milliards de données, sans se soucier à un moment donné de l'impact sur la sécurité. Alors qu'à côté de ça, le paradoxe, c'est qu'ils sont certifiés ISO 27000 ou ce que vous voulez. Et pour aller chercher gratuitement le temps, ils créent une faille qui aujourd'hui est capable de mettre à plat une économie, une industrie, une entreprise. Et ça, je trouve que c'est dommageable. Et l'humain, je pense qu'aujourd'hui, a une certaine responsabilité à prendre, les instances aussi, à former les gens dans la digitalisation. On pousse tout le monde à aller chercher aujourd'hui ces résultats d'analyse sur Internet et ci et ça. Mais quelle sécurité on met? On met le mot de passe, on met le nom de son chien, on met le nom de son enfant ou la date de naissance. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il faut avoir. Il faut former en fait les utilisateurs à la sécurité, et c'est valable pour le temps et c'est valable pour tout le digital en fait. Mais est-ce que la prise de conscience, c'est pas simplement de se rendre compte que l'humanité est addicte? Parce qu'on entend des mots comme on a besoin de prôner la déconnexion, ça fait un peu penser au cœur de désintox. Et quand on est addict, on a souvent un double discours. C'est-à-dire qu'on arrive en disant oui, c'est ça qu'il faut, et on pense l'inverse. Est-ce qu'on n'a pas cette addiction à soigner, tout simplement, et juste déjà, je pense que c'est européen de s'en rendre compte. Après, peut-être ça diffusera. Mais oui, on doit se soigner d'un certain numérique et d'une certaine utilisation du numérique. Est-ce que quelqu'un veut bien répondre à ce que j'avance ici, qui est peut-être complètement faux? Virginie. Alors, j'ai envie de répondre oui. Je pense qu'on est tous addicts au numérique. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir conscience de ce que l'on fait. Et donc, pour moi, il y a un gros travail qui est à faire sur expliquer simplement, avec des mots simples, la technologie aux gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc, parmi mes addictions, je fume des cigarettes. J'ai la capacité quand même d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme éléments nocifs dans les cigarettes, etc. Aujourd'hui, dans le numérique, c'est difficile d'avoir un discours clair. Donc, je vous donne un exemple très concret. J'enseigne dans des masters d'informatique, notamment sur la question de la sécurité. La sécurité, ça commence très simplement. On explique les systèmes, puisqu'en fait, on cherche quelles peuvent être les attaques. Donc, on est obligé de savoir ce que l'on a entre les mains. Donc, avec mes étudiants de master, on fait le point sur leur stack technologique. Quels sont les éléments technologiques qu'ils utilisent? La plupart ne savent pas. Ne savent pas s'ils sont des éléments qui sont locaux ou qui sont déportés. Ne savent pas qui a construit l'environnement d'exécution qu'ils utilisent. Ne savent pas d'où vient la librairie par laquelle ils exécutent du code. Donc là, c'est pour des étudiants qui sont spécialisés. Mais je pense qu'il y aurait un intérêt, une vertu à revenir vers le grand public avec un discours beaucoup plus clair sur les enjeux des différents éléments technologiques qu'on utilise et des acteurs. Sur les GAFA, on le sait beaucoup, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire aussi sur les autres parties du numérique. Donc moi, je prônerais plutôt, qu'on aille tous en désintox, je prônerais plutôt pour qu'on aille tous en cours pour apprendre comment est-ce que le numérique fonctionne effectivement. Ma donnée, elle passe de mon cerveau, mes doigts, mon clavier, mon téléphone, etc. Où est-ce que ça passe? J'ai pas eu le temps, quand j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'être jeune dans un monde numérique aussi. Frédéric Kaplan, vous vouliez réagir
Oui, je pense que vous ne pouvez pas commencer à culpabiliser tout le monde sur ces questions-là. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une addiction, qu'elle est générale, que les enfants en particulier, que tout ça est très préoccupant, mais en même temps, on a déjà tellement de culpabilité sur l'ensemble des choses qu'on doit optimiser par rapport à la planète, le travail, etc., que si en plus on se culpabilise du fait qu'on est nous-mêmes victimes de ces questions, ça devient compliqué. Il y a des choses simples, il y a des choses qui sont tombées et on ne sait pas tellement exactement pourquoi. Par exemple, pourquoi est-ce que tout d'un coup les prix sont devenus variables ? Comment ça se fait que quand vous allez acheter un voyage en ligne, vous n'avez pas le même prix que votre voisin ? Ce n'était pas quelque chose qui était difficile. Quand vous allez normalement chez votre épicier, vous achetez les pommes au même prix. Dans le numérique, ces choses-là, sur beaucoup de domaines, se sont trouvées dérégulées de manière extrêmement importante. Alors ça va, en fait, avec le fait que quand vous êtes sur Google, vous n'avez pas les mêmes résultats aussi. Et c'est une chose qu'on pourrait effectivement questionner, indépendamment du droit à l'oubli. La question, simplement, de l'égalité de services indépendamment de qui je suis. Et c'est très important parce que, évidemment, les gens essayent d'optimiser lui-même le prix, mais vous voyez bien que ça, c'est la porte vers beaucoup d'autres choses. Parce que si, effectivement, le prix de ce que j'achète dépend de ma trace et de mes trajectoires de vie, si le prix de mon assurance maladie ou de ma complémentaire dépend de mon mode de vie, eh bien, à partir de là, vous instaurez, sous prétexte d'efficacité, un niveau d'aliénation terrible, parce que chaque micro-action, c'est-à-dire que le moment en fait, où vous êtes arrêté, non seulement a eu des conséquences sur la journée, mais aurait peut-être des conséquences bien au-delà, en fait, sur le prix de votre police d'assurance, voire même, selon le restaurant sur lequel vous vous êtes acheté, peut-être sur le prix d'un billet d'avion qui privilégierait certains types de restaurants plutôt que d'autres, vous voyez. Et donc ça, c'est la manière dont s'instaurent en fait des systèmes d'aliénation progressive. Alors qu'il suffirait de demander l'égalité des prix. Il suffirait de dire, vous n'avez juste pas le droit de vendre le même service à des prix discriminants faits par un algorithme que nous ne connaissons pas et que nous n'acceptons pas. De la même manière qu'a priori, face à la justice, vous devez être jugé sans qu'on tienne compte d'un certain nombre de vos caractéristiques. De la même manière que normalement, quand vous avez un salaire, le fait que vous soyez un homme ou une femme ne devrait pas jouer de rôle, etc. Donc toutes ces choses sur lesquelles la société se met d'accord comme étant des formes peut-être de non-optimalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que la justice, par exemple, le fait que la justice soit aveugle à un certain nombre de choses par rapport à la société, on pourra probablement pouvoir montrer que ce n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on pourrait être plus efficace en termes d'éléments de crime. Mais c'est un choix de rendre la justice aveugle. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont claires et qui ne correspondent pas à culpabiliser les gens. Choisir que les moteurs de recherche soient aveugles à qui je suis, comme Wikipédia l'est, par exemple. Choisir que les prix soient aveugles à qui je suis, ça, c'est des choses qui nous enlèveraient déjà un certain nombre de poids et qui nous permettraient de faire un certain nombre d'actions simplement parce qu'on souhaite les faire et pas parce que ce sera une cascade de conséquences incontrôlables sur un certain nombre de services. On est en droit de réclamer une légifération autour de ces questions. On n'a pas à porter le poids de toutes les conséquences. C'est pour ça que c'est politique. Oui, bien sûr. C'est pour ça que demain, un parti politique, je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche, je ne sais pas si c'est question, pourrait dire, avec moi, c'est pas simplement qu'on va lutter contre les GAFA parce qu'ils sont chinois ou américains, parce que c'est pas français, c'est complètement autre chose. Moi, je pense que la société juste, la société future, elle doit avoir ses caractéristiques. D'autres peuvent penser que non, mais vous voyez que c'est un choix politique qu'il faut appliquer, et c'est à la société de défendre les personnes et pas aux personnes d'être encore plus culpabilisées du fait qu'ils n'arrivent pas à survivre dans cet environnement. Vous vouliez, je sentais... Non, mais c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on pousse dans notre entreprise et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Nito. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je pense que le biais, il est que l'être humain est au service de l'économie. L'être humain est un consommable pour l'économie qui elle-même est au service du capital. Et c'est pour ça qu'on a des addictions. Les addictions, si on parle de jeux en ligne, il y a des psychologues qui travaillent pour vous rendre, tout comme la cigarette il y a longtemps, il y a des moyens pour rendre addict. Les jeux sont pensés pour vous faire essayer et rester de plus en plus de temps addict. Et quelque part, ce qu'il faudrait, c'est inverser le domaine, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait que l'économie soit au service de l'être humain, et quelque part, c'est un peu l'utopie, et le capital au service de l'économie pour développer cette économie au service de l'être humain. Mais ça, effectivement, ce n'est pas l'individu qui peut le faire, mais je pense que ça va être plus large. Après, le problème, c'est est-ce qu'on peut y arriver? Ça, c'est une autre question. Oui,
Juste pour réagir, attention, parce que là, vous avez mis le capital, etc. C'est le principe qui est faux. Parce que je pourrais, par exemple, imaginer que pour lutter contre le réchauffement climatique, je suis un restaurateur et je veux aider, je ne peux pas le faire de manière autonome, mais je vais aider ceux qui ont un comportement exemplaire. Parce que c'est ma manière, comme planter des arbres pour compenser mon bilan carbone. Et donc, c'est ma manière de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, je ne le fais pas pour le capital, je le fais pour une valeur qu'on partage, sauf que, de nouveau, je me retrouve à une situation où mon addition sera différente par rapport. Et vous voyez, donc là, on peut partager la valeur, c'est pas le capital, on n'a pas un méchant nécessairement désigné, et pourtant, du point de vue de l'aliénation, ça revient presque au même. Il y a quand même quelque chose qui va un cran plus loin quand on regarde les GAFA, même si on ne peut pas les diaboliser, c'est qu'ils ont compris comment on réagit face à l'objet, et ils se servent de cette compréhension pour nous faire réagir encore plus fort. Tristan Nitto, par exemple, Instagram, ne nous donne pas les likes dans l'ordre où ils arrivent, mais les dissémine pour que nous ayons plus de shoot, de dopamine. On va un cran plus loin encore quand même que... En fait, sans qu'on ait encore bien compris comment fonctionnait le système de dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone qui fait partie du circuit de la récompense. Alors c'est marrant parce que c'est moi qui suis informaticien qui vous parle de choses quand même hautement humaines. On n'a pas quelqu'un qui peut nous parler de santé. L'idée, c'est prendre les pincettes. C'est de rendre, comme les gens, ils sont libres de partir et d'utiliser d'autres services, il faut les rendre fidèles et idéalement accros. Donc au départ, c'est une économie de l'attention. Ils ont besoin qu'on regarde les publicités, qu'on clique dessus, et c'est devenu finalement une économie de l'addiction. De l'attention, on est passé à l'addiction. Et il y a toute une théorie qui se développe là-dessus pour retenir les gens. Bien souvent, C'est vrai aussi pour le jeu vidéo, par exemple. On étudie le comportement du joueur pour adapter le jeu et le faire jouer plus. Mais surtout, n'essayez jamais de jouer à Candy Crush. Parce que Candy Crush, en fait, si vous y arrivez et vous commencez à lancer Candy Crush en disant « ce truc-là va faire tout pour essayer de me retenir », c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il va vous retenir pour vous prendre de l'argent. Donc à un moment, vous jouez, vous gagnez, vous perdez, et là, il vous dit « ah non, il va falloir arrêter de jouer, vous ne pourrez pas rejouer avant demain, sauf si vous payez ». C'est un truc de dingue, quoi, en fait. Et ça marche vachement bien. Moi, j'y ai laissé des sommes dont je tairai le montant parce que c'est honteux, quoi. Ça marche formidablement bien de dire « ah non, là, vous avez trop joué ». Alors qu'en fait, ils essayent de vous retenir, hein, mais vous avez trop joué, donc il ne faut pas rejouer avant demain. Et donc, il y a un compteur, et vous avez 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, et 58 secondes, ou alors il y a un bouton « je paye ». Et là, j'ai le droit de continuer à m'enfiler des aiguilles dans la paume de la main, quoi. C'est juste terrifiant. Donc, à essayer, et puis ensuite, vous le supprimez, surtout. Mais on va se tourner d'ailleurs vers vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure, parce que je pense qu'il va être temps de passer aux questions. Si vous en avez, vous qui nous écoutez, on est passé par beaucoup de choses dans cette table ronde, et pas forcément des choses réjouissantes. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, même si on a un peu ri. Est-ce qu'on a une question? Oui, je vois une main levée là-bas, je crois. Oui. Est-ce qu'on vous apporte un micro? C'est ce qui est en train de se passer. Alors, très bien. Merci. Je suis très étonné parce que vous semblez tous être d'accord sur le fait que le numérique orchestre nos vies comme un chef d'orchestre et que nous, instrumentistes, on suivrait. Et je me pose la question de la résilience de ces systèmes. Vous parlez de mémoire infinie, ce genre de choses. Une éruption solaire massive et tout est remis à zéro, je me trompe? Qui répond à cette fragilité? Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que avant même ça, on va avoir des soucis d'énergie. Oui. Parce qu'en fait, cette accélération du numérique, elle se fait au prix d'une accélération de la consommation. En même temps qu'il y a une réduction de la consommation, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on optimise les systèmes, moins ils consomment par système, mais plus il y en a. Donc c'est complètement... ça monte dans un sens, ça descend dans l'autre, mais au final, on consomme de plus en plus. Et puis on va peut-être se rendre compte un jour, où il faudrait en tout cas, je pense, se rendre compte que l'énergie, on ne la paye pas. On paye les gens qui nous la fournissent, mais on n'achète jamais l'énergie. Vous n'achetez pas les rayons solaires, vous n'achetez pas le pétrole. Le premier qui a le pétrole dans son jardin, il va payer pour l'extraire, mais il n'achète pas le pétrole en tant que tel. On n'achète que le transport et l'extraction du pétrole, mais on n'achète pas le pétrole en tant que tel. Puis un de ces jours, on va se rendre compte qu'il n'y en a plus, ou que même s'il y en a, il faut arrêter d'y toucher. Donc le numérique n'a
ne survivra peut-être pas à un éventuel effondrement climatique, à moins qu'on arrive à faire un numérique frugal et qu'on prenne le virage. Mais on parlait de mémoire aussi, c'est important. Où est-ce qu'on retombe si tout s'arrête? Parce que jusqu'à une certaine époque, on a les plans dans des livres et puis après, on n'a plus rien, non? Peut-être. On parle d'innovation depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais mettre un petit poil d'optimisme dans tout ça, parce qu'on a l'impression de décrire le numérique comme étant une vaste et lente addiction qui arrive inexorablement, et énergivore et addictivore. Alors, tout est vrai. Il ne faut pas oublier aussi que le numérique peut être aussi une des solutions à tout ça. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument que les sociétés se posent la question de savoir ce qu'elles en fait, exactement comme elles auraient peut-être dû se poser la question pour le pétrole bien plus tôt que juste quand il n'y en a plus. Parce que le parallèle est pas mal, hein, c'est une mine d'or. Ça dépend aussi de ce que l'on en fait, avec toutes les règles que l'on doit y mettre pour que ce soit quelque chose qui reste centré sur quelque chose qui fait du bien à l'homme, et pas quelque chose qui fait du bien uniquement soit à l'économie, soit à nos addictions. Mais je pense qu'il faut quand même aussi reconnaître que le numérique permet aussi des choses absolument extraordinaires. On n'est pas en train de dresser un bilan négatif du numérique. On dit simplement, attention, comme toute chose extrêmement dimensionnée, elle a aussi ses dérives et elle ne s'autorégulera pas nécessairement. C'est-à-dire on va continuer les questions parce qu'il reste très peu de temps. C'est à l'homme de la réguler. Pour qu'on ait quand même le temps d'en avoir au moins 2 ou 3. Est-ce que... Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question plus par rapport à ce que vous avez dit au début sur l'humain qui optimise son propre temps. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans la mesure où on a l'impression que plus on a des outils pour optimiser son temps, plus le temps nous importe et nous stresse en fait. Et plus on a de quoi jouer sur notre temps, plus celui-ci a de l'importance. Allez-y, Frédéric. Juste un mot. Donc oui. Oui. Bon. mais aussi pour donner un aspect positif, ce que nous pouvons faire de notre temps, à la fois on l'optimise, est d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que cette optimisation générale, aussi aliénante soit-elle, nous permet d'une extrêmement grande efficacité pour nous organiser, voyager rapidement, communiquer avec des gens qu'on n'aurait jamais pu communiquer. Enfin, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de le dire. Et c'est important aussi de le dire du point de vue de la créativité. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire en 1 heure aujourd'hui, alors évidemment, il y a des aspects de la créativité qui sont dans d'autres temporalités et les bonnes idées, elles mettent du temps et l'inspiration, elle met du temps, mais vous avez quand même une efficacité pour éditer un film, pour créer du visuel, pour éditer de la musique, pour faire de la vidéo, pour faire ce que vous voulez faire qui vous donne une puissance qui, en termes d'outils, est absolument incroyable, et aussi en termes évidemment de diffusion. Donc vous avez dans la globalisation générale que permet le numérique et l'accès à toutes les connaissances, enfin, un grand nombre de connaissances et tout le passé, enfin toutes ces choses extraordinaires, vous avez une capacité effectivement d'efficacité dans la maigre heure que vous avez réussi à sauver de l'aliénation qui est extraordinaire. Et donc et comme toutes les choses, voilà, c'est une époque qui est fantastique, mais aussi, disons, caractérisée par des contraintes nouvelles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et sinon, si je peux juste compléter, j'ai entendu justement les mots pression, stress, choses comme ça par rapport au temps. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est éduqué avec ça. C'est-à-dire que si on remonte 20-30 ans en arrière, c'est ça, on a envoyé des courriers, donc ça mettait 3 semaines à arriver, éventuellement ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens justement d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que ça, il ne faut pas le diaboliser, ce temps justement qui est raccourci. Il ne faut pas se mettre la pression avec. Il faut l'utiliser. Et pour moi, c'est plus un problème d'éducation. Et ce que je constate, moi, aujourd'hui, je pense que c'est dans les générations qui arrivent, pour eux, c'est inné. Ils ne se posent pas ces questions qu'on se pose nous, parce qu'on a peut-être vécu le Minitel, le courrier avec le timbre, des choses comme ça. Et je pense que nous, à notre niveau, au niveau de notre parcours, on est en train de se dire, mais ça va beaucoup trop vite. Et on se met nous-mêmes la pression, parce qu'on essaie de rattraper ce temps qu'on gagne. Là. Et je pense qu'il faut le prendre à l'envers, c'est-à-dire de le prendre comme un outil, comme un moyen qu'on a aujourd'hui, et de savoir le gérer. Et de pouvoir s'éduquer soi-même en disant, j'ai gagné du temps, mais qu'est-ce que j'en fais, justement, et de ne pas se mettre la pression, surtout pas de se dire, je gagne du temps et je veux encore en gagner plus. On va avoir les outils qui vont nous le permettre, mais il ne faut pas le chercher, je pense. Et ne pas se mettre cette pression. On se la met tout seul, je pense. David Blanc. C'est amusant ce que vous dites, parce que ça me fait penser à quelque chose que je vis, moi, dans mon travail. C'est vrai que moi, je suis d'une génération, et je pense qu'on l'est tous,
où on essayait de travailler un maximum. On était un peu travaillomane par le passé, et peut-être aussi parce qu'on essayait de compenser le manque d'outils, et du coup on y mettait des heures et des heures. Et là, quelque part, en fait, maintenant, les outils ont tout accéléré, et on essaie toujours d'en mettre un maximum. Et c'est peut-être aussi pour ça, maintenant, on a des choses qui n'existaient pas avant, les burn-out, etc. C'est quand même assez récent. Par contre, ce que je constate dans mon entreprise, on a pas mal de jeunes, et la génération des millennials, effectivement, ne se pose pas ces questions, parce qu'en fait, ils mettent des barrières. Au bout d'un moment, ils arrêtent, et puis ils se font des breaks, ils font des pauses, et en fait, c'est peut-être ça le truc. Si on a les outils, et franchement, il ne faut pas les jeter, ils sont ultra efficaces, et qui c'est qui voudrait revenir au courrier, qui n'arrive peut-être jamais, ou qui met 3 semaines, je pense personne. Par contre, il faut juste vivre avec son temps, et voilà, donc des breaks, etc. Ça, c'est important, et je pense que la nouvelle génération est tout à fait armée pour ça. On parlait aussi, pour rebondir sur l'aspect un peu anxiogène du numérique, pour moi, le numérique, c'est une chance. Il faut juste que ce soit bien exploité, et je crois beaucoup dans les mouvements citoyens, et éduquer, d'où l'importance de l'éducation, pour vraiment l'utiliser, en avoir que le côté positif. Voilà, pour avoir une petite note d'espoir. Est-ce qu'on a une dernière question avant de terminer? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a peut-être 2 vitesses aussi dans le numérique. Là, on a évoqué l'information qui bouge et donc qui est mise à jour régulièrement, comme les horaires de la SNCF ou même l'information sur Uber ou autre. Mais il y a aussi l'information qui est stockée dans le numérique. Et moi, j'ai vécu la génération encyclopédie. Chez ma mère, il y avait toutes les encyclopédies. Depuis que je suis père, depuis 13 ans, chez moi, j'ai jamais acheté une seule encyclopédie. Et là, maintenant, avec mes enfants, on cherche l'information stockée pour faire des exposés, tout ça. Et je m'aperçois que l'information stockée n'est pas mise à jour et elle peut être très vite obsolète. Est-ce qu'il y a, par exemple, là récemment, j'ai fait une présentation pour le travail et cherchais un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que j'ai trouvé en toute première page de Google était déjà obsolète depuis 1 an. Est-ce qu'il y a des recherches qui est faite sur l'information stockée et la mise à jour? Tristan Nito, j'ai l'impression que c'est pour vous cette question. Je dirais juste, peut-être que monsieur s'est trompé de moteur de recherche, mais bon, ça serait très présomptueux, parce qu'ils sont quand même pas mauvais. J'avoue que j'en sais rien. Je sors mon joker. Mais c'est sûr que Wikipédia est mise à jour beaucoup plus vite qu'une encyclopédie papier. Il n'y a qu'à voir quand une célébrité décède, dans les 5 minutes qui viennent, vous avez 12 personnes qui sont déjà venues rajouter des précisions sur l'heure du décès, l'historique, etc. C'est impressionnant. C'est pour ça que ce que vous dites est parfaitement vrai. Et néanmoins, si vous imaginez un monde sans Wikipédia, sans numérisation, les livres ne se mettaient pas à jour non plus automatiquement. C'est-à-dire que la donnée que vous auriez trouvée dans l'Encyclopédia Universalis, il aurait fallu acheter la mise à jour ou acheter... Et ça n'aurait pas été plus vite que le numérique. Là, je dirais que le problème, c'est pas tellement le numérique ou pas le numérique, c'est qu'il y a une telle masse d'informations qu'il faut, comme on le faisait dans les livres, s'en assurer et la suivre. Virginie Galindo, oui, vous moi, ça m'évoque, votre question est tout à fait intéressante parce que ça m'évoque le débat qu'on avait eu avec des gens au W3C auquel j'ai participé et qui était sur le fait de maintenir, comment est-ce qu'on fait pour maintenir le web et comment est-ce qu'on fait même pour maintenir à plus petite échelle un système d'information dans une entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau métier d'aller chercher dans les systèmes d'information quelles sont les données qu'il faut abandonner. Et c'est très compliqué d'abandonner des choses. C'est faire le deuil d'activités qui ont duré des années et des années, de dire non, en fait, on est passé à un autre outil, une autre technologie, ça n'a plus de sens, etc. Et cet abandon des choses du numérique, elles sont très compliquées, comme quand on jette des photos du passé. Donc voilà, donc c'est vraiment un nouveau métier pour moi à avoir, qui est d'être mainteneur du numérique. Alors malheureusement, ce sera le mot de la fin. Juste pour compléter, justement, peut-être pour rebondir sur le sujet qu'on a au niveau des CP Time, justement, là, la question qu'on se pose, justement, c'est la véracité de la réponse, la véracité de l'information. C'est vrai qu'elle est disponible. Et justement, l'enjeu qu'on travaille justement avec le temps, c'est ça aussi, c'est de certifier ce temps. Et c'est la notion qui manque aujourd'hui. Et en effet, c'est ce qu'on constate sur les stockages de données. Aujourd'hui, le temps, il est diffusé, il est stocké, mais on a aussi ce problème aujourd'hui de certification, de véracité. Et c'était les chantiers justement qu'on voulait mettre en place, justement, de commencer à montrer un aspect de véracité de l'information, qui va peut-être s'étendre après justement dans d'autres études sur toutes les données stockées, quoi. Comment vérifier cette véracité, comment la croiser, quels outils on peut mettre en place justement, pour trouver que l'information est juste. Mais là, la première étape, justement, c'était le temps.
Et moi, je voudrais juste, parce que si c'est tout le monde le fait, on mon n'y arrive tour, mais pas. je vais le voler quand même. Oui. Si le numérique orchestre nos vies, moi, je voudrais retourner la question. Et comment est-ce qu'on orchestre le numérique? Je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on reprend la main sur le numérique pour qu'il nous emmène là où on veut bien? Et puis, on peut faire la même chose sur l'économie pendant qu'on y est. Moi, je voulais m'amuser, mais ça n'a aucune valeur à filer la métaphore musicale jusqu'au bout. Et je voulais vous dire, pour terminer, d'être tous des improvisateurs, parce que le seul genre musical où on a gardé beaucoup de liberté, malgré la présence parfois d'un chef d'orchestre, c'est le jazz. Et tous les grands jazzman vous diront, pour bien improviser, il faut tout maîtriser. La musique classique, il faut prendre en main tous les outils, il faut avoir tout exploré. Donc soyez curieux du numérique et ensuite improvisez. Je ne sais pas ce que ça vaut, essayez, on verra bien. Merci à tous, Virginie Galindo, Tristan Nitto, Didier Gorgenheim, Frédéric Kaplan, Philippe Louvet, Nicolas Gorgy, David Buan, et à vous tous, bon congrès.